Rebonjour tout le monde. Donc, on va passer directement à notre premier panel donc, qui porte sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dans l'exploitation des ressources naturelles et minières. Donc, pour animer cette séance, on a le bonheur de recevoir M. Yvan Tchotourian, qui est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, directeur par intérim de l'Institut d'éthique appliquée, co-directeur du Centre d'études en droit économique, membre fondateur du laboratoire interdisciplinaire sur la responsabilité sociale des entreprises et chercheur régulier à l'Institut EDS. Donc, je lui prête la parole. Alors, merci à tout le monde d'être présent, puis surtout merci à mes panélistes à ma gauche, également panélistes que nous aurons une personne également à distance pour ce panel. Donc, 4 présentations ici. L'ordre qui a été déterminé en accord avec tout le monde est le suivant. Nous allons tout d'abord avoir le plaisir d'entendre M. Thierry Rodon, qui est professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche INQ en développement durable du Nord, qui nous fera donc ici la première présentation, qui va nous mettre, je pense, la table sur les questionnements que l'on va aborder. À la suite de M. Rodon, nous aurons Mme Élodie Legrand, qui est présidente et directrice générale Conscientia Responsabilité Sociale Inc., ici, qui peut-être nous donnera une approche un peu plus méthodologique, en quelque sorte, ici. Puis, nous enchaînerons avec Mme Karine Casso, qui est chargée de cours Développement durable et alternatives appliquées à l'Université de Montréal, qui est spécialiste, consultante et formatrice en développement durable et engagement des parties prenantes, qui nous partagera en quelque sorte une étude de cas, ici dans le cadre de cette 3e présentation. Et à distance, nous aurons le plaisir de recevoir une récente docteure, qui clôturera ce panel. Et surtout, j'invite notre public, aussi bien en présence qu'à distance, et nous avons convenu de cela avec les panélistes. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, puisqu'à la suite de ces présentations, nous ouvrirons le débat, le questionnement. Je pense que nos panélistes sont tout à fait ouverts à répondre. J'ai quelques questions pièges, bien entendu, pour eux, mais si les questions pièges viennent du public, c'est encore mieux. Ça me facilite la tâche. Donc, tasser un petit peu les présentations, du moins les vidéos, pour laisser le maximum de temps aux présentations, et je leur cède la parole. Belle présentation à tout le monde. Merci. Donc, je pense que je vais commencer. Donc, j'étais déjà présenté, mais surtout, peut-être pour vous donner un peu de contexte, là, je dirige aussi un réseau de recherche qui s'appelle Minéral, qui porte sur les rencontres entre les compagnies minières et les communautés autochtones à travers le monde. Donc, il y a un enjeu. Cet intérêt, je suis un politicologue, donc moi, je m'intéresse évidemment. Je travaille spécifiquement sur les questions autochtones en général, mais là, on a ouvert un petit peu. Donc là, je vais vous parler un peu de ce qu'on a dans ce réseau, dans ces discussions qu'on a eues à travers le travail qu'on a fait. On s'est concentré sur ce qu'on appelle les pays dits développés. On reviendra sur le développement, c'est bien compliqué. Donc, pour des raisons en fait un peu méthodologiques, parce que en fait les minières dans les pays du cône sud, c'est souvent une question de droits humains, et c'est assez compliqué d'envoyer des étudiants dans ces cas-là, et c'est étudiants aussi difficile de comparer, bien qu'on le fasse un petit peu. Là, je parlerai de Goldcorp, qui est un bon exemple. C'est ça. Donc, je vais vous parler un peu de cette expérience et vous donner quelques balises. La première chose qui m'a frappé là dans mon expérience avec les entreprises minières ou les mines, en fait, c'est que d'une part, les mines, et ça on l'oublie un peu souvent, ça se développe beaucoup aux marges maintenant. Dans les pays au centre, là on le voit là, en ce moment avec le développement de l'économie verte et des minerais stratégiques. Là, dans le sud du Québec, ça commence à faire très peur parce que les gens n'ont plus l'habitude de ça. Mais en fait, le plus gros le développement des mines, ça s'est fait surtout dans les marges. Ici, au Québec, c'est dans les territoires autochtones, en Miouichi, Nunavik, Shefferville, tous ces endroits où peu de gens vont. L'Hinterland, comme on dit quelquefois, mais l'Hinterland, il y a des gens qui y habitent.
C'est pas vraiment, c'est l'Interland pour les gens du Sud. Et c'est un peu pareil partout. D'autre part, la mine, là, c'est un territoire sacrifié, en grande partie. Voilà, l'exploitation minière, là, si vous en avez jamais vu, bon, ça dépend du type d'exploitation, mais mine de fer, mine de nickel, ça brasse énormément de matériel. Ça détruit du territoire, ça fait sauter des montagnes, ça change le paysage au complet. Et quand on dit territoire sacrifié, c'est sacrifié à la fois environnementalement. Puis là, j'ai bien entendu ce que disait M. Deneau, je suis assez d'accord avec lui en grande partie, mais ce que je pense, c'est que la nature, elle doit se débrouiller. C'est nous, c'est nous qui sommes menacés en fait par tous ces problèmes de crise. C'est pas la nature. La Terre, elle se débrouillera bien sans nous. J'en suis persuadé. Donc, ça, problème environnementaux, problème aussi qui se pose sur les communautés locales parce qu'elles sont touchées. Les communautés qui vivent près des mines, elles sont impactées. Si vous connaissez la région de Schifferville avec son 18 trous miniers, impossible de rater sa cible. Mais donc, ça laisse des impacts qui sont des fois non toxiques, mais qui sont aussi des fois très toxiques. Je ne sais pas si vous savez, mais à Yellowknife, là, la mine Giant a pompé de l'arsenic dans un réservoir en dessous de la ville. Là, et ça coûte des milliards et des milliards pour essayer d'empêcher que cet arsenic se libère et aille dans le lac qui fournit l'eau à la ville de Yellowknife. En tout cas, donc des exemples, il y en a beaucoup. On est allé justement avec des étudiants en Suède. Là, on a 2 villes qui sont en train d'être déplacées par des mines. La ville de Kiruna, là, ils sont en train de creuser sous la ville, la mine, c'est ça, les bâtiments fissurent, donc on déplace l'ensemble de la ville. Alors, il y a de l'argent, donc on est capable de déplacer, là, mais bon, on voit bien la prééminence du minier. Donc, c'est ça. Donc, importance des impacts sociaux et environnementaux. Et aussi, il y a une particularité du secteur minier, c'est les investissements. C'est des investissements énormes. Et le retour sur l'investissement est difficile, souvent pour les mines dans les premiers temps. Donc, il y a aussi une volonté de faire de l'argent très rapidement. Et ça pose beaucoup de problèmes dans les relations avec les communautés locales. C'est ça. Maintenant, la question de la responsabilité sociale, parce qu'on voulait intervenir là-dessus. Moi, je vois que des limites dans la responsabilité sociale de l'entreprise. D'une part, c'est qu'on demande à des entreprises qui ont des moyens économiques importants de finalement sont habilités à négocier avec des communautés qui n'ont pas les moyens, les mêmes moyens pour négocier avec elles. Donc finalement, c'est elles qui négocient avec la responsabilité sociale. En fait, c'est l'entreprise qui choisit comment elle négocie avec la communauté et qu'est-ce qu'elle leur donne. C'est surtout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment du paternalisme. En gros, la responsabilité sociale de l'entreprise, parce qu'il faut comprendre, une entreprise minière, comme toute entreprise capitaliste, ça vise à maximiser les profits pour son actionnaire. Le reste, ça sert à atteindre ce but-là. Donc, s'il faut mettre de l'argent dans la communauté pour le faire, on va le faire. Et très souvent, en tout cas, moi, je le vois, là, je travaille sur le cas de Ragland, là, qui est tout Nunavik, là. Glencore, quand il a pris, qui était une entreprise de courtage, c'est même pas une minière en fait. Maintenant, les mines appartiennent des entreprises de courtage. Donc, vraiment, le retour sur l'investissement est vraiment important. Donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux 2 communautés qui n'ont pas beaucoup bénéficié de la mine, qui ont eu beaucoup d'argent, mais ça, on n'aura pas le temps d'en parler, c'est parce que l'argent ne crée pas forcément de la richesse. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'offrir $300 000 à chaque communauté et faites ce que vous voulez avec. Ça, c'est de la responsabilité sociale d'entreprise. Pour des communautés qui ont une mine depuis 30 ans, et pour avoir fait l'étude, la communauté de Salouit, elle n'a pas de... Si on regarde les indicateurs en termes de développement humain, éducation, même revenus, etc., il n'y a pas de différence avec les autres communautés. Il y a une mine qui exploite et qui enrichit des gens en Suisse en ce moment-là, Glencore, mais qui n'enrichit pas du tout les communautés. Donc ça, c'est un peu en tout cas. Donc, en fait, c'est une espèce de mauvaise réponse au grief communautaire, mais qui règle pas. Moi, j'appelle ça un peu du blanchissement social. Comme on parle de blanchissement écologique, là, très souvent, ça sert à ça, la RSE. Mais évidemment, ça peut permettre de créer l'acceptabilité sociale. Je vais en parler après, mais bon, à mon avis, ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, ce que je vais vous proposer, moi, c'est un peu dans le travail qu'on a fait, là, c'est comment est-ce qu'on peut construire une justice extractive ou comment faire de l'exploitation durable. Parce que les mines, ce n'est pas durable, ça c'est sûr. Endurable, quelquefois. Mais ça aussi, c'est une question. Moi, je travaille avec des communautés autochtones qui, quelquefois, veulent la mine.
Puis là, moi, c'est pas moi qui vais leur dire, là, vous ne devriez pas, ou en tout cas, parce qu'évidemment, c'est une forme de développement économique là, pour des communautés qui ont besoin de travail quelquefois ou d'emploi. Pardon. Voilà. Donc, je pense que la première chose, là, si on veut arriver à une justice équitative, c'est le droit de dire non. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'une communauté peut... Parce que si on n'a pas le droit de dire non à une mine, là, il n'y aura pas moyen, il n'y a pas de justice en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire forcément non, mais il faut qu'une communauté ait ce pouvoir-là pour arriver. Donc là, pour avoir un développement durable, il faut au moins que la communauté l'ait accepté. Et le droit d'accepter, c'est aussi le droit de refuser, forcément. Et ça, je pense que c'est le premier important. On parle beaucoup du CPLE, là, le consentement libre, préalable et éclairé. Là. Bon, évidemment, ça vient de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones. Là. Mais à mon avis, ça pourrait s'appliquer à toute communauté locale, et pas seulement aux autochtones. C'est que parce qu'on subit les impacts. C'est la communauté qui va subir tous les impacts de la minière. Impacts sociaux et impacts économiques. Donc, c'est à eux de décider s'ils sont prêts à vivre avec et comment est-ce qu'on va les gérer. C'est ça. Le droit de profiter économiquement et socialement du développement minier, ça, c'est aussi un élément important. On le voit de plus en plus. Et ça, ce n'est pas la RSE. La RSE, c'est pas... Pour moi, profiter du développement économique, c'est avoir des ententes sur le partage des revenus. Dans le cadre des communautés autochtones, on a beaucoup ce qu'on appelle les ERA, les ententes sur les répercussions et avantages, qui sont une façon de le faire. Ils sont aussi très problématiques. Je travaille beaucoup là-dessus, en fait, parce qu'on est toujours dans une minière avec une batterie d'avocats et des communautés autochtones qui n'ont pas les mêmes moyens. Même si dans quelques cas, ils peuvent contraindre. Hein. Il y a une entente avec IOC, avec la communauté de Shefferville, là, justement pour les dommages passés sur la mine de Shefferville. Mais ça ne s'est pas fait de bon cœur, hein. Ça s'est fait parce que les Inuits ont réussi à se faire entendre par la Cour suprême et IOC a accepté de négocier après ça. Donc, il faut contraindre. Donc, ça, c'est souvent un rapport de force qu'il faut établir. Le droit de participer à la surveillance et protection environnementale, parce que les impacts sont des impacts environnementaux. Les mines ont des impacts environnementaux, on ne peut pas les empêcher. Mais par contre, on peut les surveiller. Et si c'est les communautés locales, il y a au moins, ça crée des emplois, parce que si c'est payé au moins par même la mine, et d'autre part, ça permet d'avoir des alertes. Aussi, la cogestion de la résolution des impacts sociaux et environnementaux, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit travaillé avec les communautés. Ce n'est pas la mine qui doit décider comment elle va gérer ça. Évidemment, limiter au maximum les zones sacrifiées, il y en a, mais on peut travailler, donc c'est limiter les impacts, en fait. Et il y a toutes sortes de... En fait, en fait, on le voit dans le cas des communautés autochtones. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? 5 minutes? Ah oui, non. Bon. J'essayais d'aller vite. On voit certains exemples là où des communautés, par exemple, autochtones, réussissent à négocier de faire leurs propres évaluations environnementales des projets. Ça ne marche pas toutes les fois, mais il y a quelques cas où ça se fait. Et ça, c'est une bonne façon de régler les choses, c'est-à-dire que, et ça, c'est une façon de dire non aussi. Hein. Il y a un cas, ce n'était pas sur un développement minier, c'était sur un terminal de multiplication de gaz dans la région de Squamish, là, dans laquelle la communauté a dit à l'entrepreneur, nous, on est prêt à participer, mais nous financer l'évaluation environnementale et on a le droit de dire non. Et le promoteur a accepté. Il a signé. Parce qu'il a bien compris que de toute façon, si les Squamish n'appuyaient pas son projet, il ne passerait pas son projet. Ça, c'est une chose hein, dans les mines, et c'est ça la poignée des autochtones dans les mines, c'est qu'en fait, je l'ai mentionné, hein, les mines ont besoin d'investissements énormes. En général, c'est des juniors qui développent les projets. Et après ça, ils essayent de les refinancer sur le marché en les revendant donc à des compagnies seniors. Là, il faut comprendre que la fameuse acceptabilité sociale devient monnayable pour cette compagnie junior. C'est-à-dire que ça a un prix sur le marché financier. Le consentement d'une communauté autochtone, qui a été signé par une ERA, ça a aussi un prix. Et ça pose aussi d'autres problèmes, c'est qu'on voit beaucoup de compagnies juniors qui essayent à tout prix de signer des ententes dès le départ, même avant qu'il y ait des évaluations environnementales. Parce que l'idée, c'est une fois qu'ils ont signé l'entente, ils vont pouvoir se financer. On va dire, là, j'ai un projet, là, tout ficelé, acceptabilité sociale, consentement, tout est réglé. C'est signé. Parce qu'une entente d'une ERA, là, il y a la première section d'une ERA, c'est le consentement de la communauté. Et
l'incapacité de poursuivre la mine à moins qu'il y ait un non-respect de l'entente. Donc ça c'est un outil très, très puissant. En tout cas, donc c'est ça. Donc l'acceptabilité sociale, je vais finir un petit peu là-dessus. L'acceptabilité sociale, on en parle aussi beaucoup. C'est intéressant parce qu'il y a eu un jugement au Québec là, en cours, dans ce jugement Stratéco, sur lequel on a reconnu l'acceptabilité sociale comme un argument pour le gouvernement pour ne pas autoriser une mine. C'était la première fois qu'on en parlait. Donc, et donc là, ça commence à avoir une existence juridique. Puis à mon avis, c'est une poignée beaucoup plus forte que la RSE là-dessus. Sur ce, l'acceptabilité sociale, c'est pas... Parce qu'il y a beaucoup qui donnent des recettes sur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir l'acceptabilité sociale. En fait, ça dépend des communautés. Il y a des communautés qui ont eu beaucoup d'impact minier dans le passé. Là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'acceptabilité sociale. Donc ça, il faut la travailler. Il n'y a pas une méthode qui marche avec toutes les communautés. Ça dépend de leur histoire, ça dépend des relations de la mine, ça dépend de la minière. Il y a des minières qui sont plus habiles que d'autres pour l'obtenir, ou qui sont plus conscientes de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça veut peut-être dire beaucoup de RSE. Là. On va construire des arénas et tout ça. Mais l'autre chose qu'on oublie beaucoup, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est pas à un point donné dans le temps. Il faut la maintenir. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un projet peut être acceptable, mais à un moment donné, il ne l'est plus. Il y a un cas avec Mary River, c'est un cas au Nunavut, là, une mine Baffinland, qui a été relativement acceptée, mais à un moment donné, la mine a commencé à avoir des impacts assez importants sur les chasseurs de la région qui sont opposés. Il y a eu un blocage de la mine, il y a eu une entente, mais bon, c'est ça. Donc, ça peut se perdre, même si au départ, il y avait un intérêt. Donc, je pense que là-dessus, donc c'est assez complexe, l'acceptabilité sociale. Mais ça devient probablement, pour les communautés locales, on va voir, il n'y a eu qu'un seul jugement, c'est intéressant qu'il y en ait d'autres, là. Comme vous savez, là, il y a certains, pour l'industrie pétrolière et sur les éoliennes, il y a certaines communautés qui ont essayé d'interdire ce type de projet. Là. On le voit maintenant sur le système du free mining, là, où on a justement cette peur dans le sud du Québec. En fait, la peur, c'est parce que le free mining, il existe depuis bien longtemps ici. Et, si vous connaissez, c'est que vous pouvez... Tout territoire, il y a une prééminence minière, c'est-à-dire que vous pouvez réclamer les droits sur tout territoire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mine, hein, d'ailleurs. Mais ça veut dire que vous avez le droit de développer un projet, de faire de la recherche sur le compte, s'il y a suffisamment de minerais, et ensuite vous pouvez développer une mine. Mais là, ça prend une autre autorisation. Mais ça reste quand même qu'ici, au Canada, là, ça fonctionne. N'importe quelle compagnie minière peut, même n'importe qui, hein, ça se fait par ordinateur, un clic pour réclamer un territoire. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, il y a des limites, mais ça reste quand même que vous pouvez faire de la prospection, en fait. Et ensuite, mais si vous choisissez de développer une mine, vous pouvez exproprier, parce que en droit canadien, vous ne possédez que le sol, pas le sous-sol. Voilà. Bon. Ben, oui. J'ai eu un bruit, donc ça va être la fin. Merci beaucoup, Thierry, de cette présentation qui met, je pense, bien qui met la table. Alors, Élodie, la parole est à vous. Je vais juste tester la bestiole. Allez-y, tester. Et juste pour notre public, pour les questions, prenez vos stylos, petites feuilles ou sur votre appareil électronique, notez-les, gardez-les pour la fin du panel. Hein, comme ça nous permet que les présentations roulent bien avec nos différents panélistes. Je crois que la technologie nous échappe. Non, c'est ça. Ou alors, j'ai une mauvaise vibe. Sinon, quand je lève la main, vous êtes capable de le changer? Oui, c'est ça. OK, on va faire comme ça. Je fais un grand geste pour dire de changer. Ça. De toute façon, je pars toujours avec les mains, donc voilà. Fait que, parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Élodie. Même si je suis le grand mal incarné en étant un Inc., je suis une travailleuse humanitaire et je travaille depuis plus de 20 ans à la protection des droits de la personne. Donc, voilà, même si je suis le mal incarné, j'ai bon cœur. Je pense que ça va fonctionner. Ça va fonctionner? Voilà, super.
Moi, mon objectif avec cette présentation, en fait, c'est de démontrer la pertinence et la valeur ajoutée d'une approche axée sur les droits de la personne dans une démarche de RSE. RSE au sens puriste du terme, parce qu'effectivement, c'est un terme qui est également très galvaudé. On parle d'éco-blanchiment, de socio-blanchiment, de marketing, mais vraiment dans une optique pure et dure, très puriste de la RSE. Pour un développement international durable, développement au sens de la capacité d'amélioration des conditions de vie et d'être capable de vivre dans la dignité. Pour moi, cette méthode-là, qui devrait s'inscrire dans les étapes préliminaires d'un projet, que ce soit minier, forestier, un parc éolien, un barrage, quel que soit un projet qui s'inscrit dans le développement, à ce moment-là, c'est que à l'étape de l'étude d'impact, en fait, que cette méthodologie-là permet d'identifier beaucoup de risques et d'améliorer, d'avoir vraiment les fondations pour une plus grande justice économique, mais également environnementale et sociale, parce que l'un ne va pas sans l'autre, sans les deux autres. Quand on parle de justice, on va parler des inégalités qui sont de trois ordres, en fait. Je suis politologue aussi, donc je m'intéresse aux dynamiques de pouvoir et aux inégalités. Les inégalités, elles sont de l'ordre des avoirs, donc les ressources, qui détient la terre, qui est propriétaire foncier, c'est des revenus, c'est du capital, c'est du patrimoine qui se transmet de génération en génération et dans certains cas entre membres masculins d'une même famille au détriment des membres féminins de la même famille. C'est un accès, des inégalités de pouvoir, le pouvoir étant la capacité d'avoir accès au cercle de décision de politique, aux décisions économiques, mais également aux décisions de son propre corps et de sa propre destinée, qui ne sont pas égales entre tous les membres d'une même société. Et les inégalités aussi, elles se situent au niveau des savoirs. Donc, on est à l'université, on est déjà extrêmement privilégié d'avoir accès à l'éducation, encore plus l'éducation supérieure, mais c'est aussi d'avoir accès à la culture, d'avoir accès à de la formation continue et surtout d'avoir accès à l'information, qui est un pouvoir aussi. Ces trois dimensions-là des inégalités, elles ne sont pas prises indépendamment de l'autre, elles sont cumulatives et elles s'alimentent mutuellement. Donc, c'est vraiment, quand on parle des inégalités sociales, il faut vraiment comprendre que ces trois dimensions-là s'alimentent, se complètent et s'enrichissent, bien entendu. Quand on parle d'un projet, on a parlé d'impacts environnementaux, des impacts sociaux, mais ça reste pour beaucoup très nébuleux, surtout dans les méthodologies qui sont prérequises par les gouvernements, notamment au gouvernement du Québec, sur les études d'impact. On va s'intéresser beaucoup, par exemple, à l'impact du projet sur la faune, la flore, la dimension environnementale, et c'est très bien. Après, il va y avoir peut-être un lien entre l'impact sur la santé physique, notamment avec la pollution de l'air. On a beaucoup parlé avec la fonderie Horn, évidemment, de toutes les quantités d'arsenic qui pourraient éventuellement être aminées, mais on parle très, très peu de santé mentale en lien avec les projets. On va parler d'économie, surtout méthodologiquement parlant. Les gens vont dire « ça crée des jobs de tant de centaines de milliers de dollars, soit », mais il y a d'autres conséquences économiques. Notamment, il y en a qui vont se gausser de l'augmentation de l'évaluation foncière, sauf que l'évaluation foncière, elle bénéficie à certains groupes et au détriment d'autres. Tout le monde a vu ces augmentations de taxes, ces avis d'augmentation de loyer, là. L'augmentation de l'évaluation foncière, elle n'est pas vécue de la même façon qu'on est propriétaire terrien ou quand on est locataire déjà sur le fil de rasoir avec notre budget. C'est un accès à l'alimentation, ça modifie l'accès au travail. Quand il y a un gros boom minier, par exemple, c'est une affluence de population, ça génère énormément de pression sur les infrastructures, que ce soit de déplacement, mais également de l'eau, de l'assainissement dans des pays où c'est peut-être plus compliqué. C'est demande plus de services collectifs et ça a un coût pour la société. Au-delà de ça, les impacts sociaux, c'est toute une modification du mode de vie. C'est l'accès aux loisirs, c'est l'accès c'est toutes les interactions sociales qui sont modifiées. Quand il y a une route qui passe en plein milieu d'un village, forcément, ça change les dynamiques sociales. Ça modifie les déplacements et aussi, ça modifie la perception de sécurité. Entre les hommes et les femmes, la perception de sécurité, elle n'est vraiment pas la même.
On parle de culture, c'est une dimension quand on modifie le territoire, on modifie l'identité, on s'attaque à des coutumes pour des gens qui ont, par exemple, l'habitude d'aller collecter des produits forestiers non ligneux dans les savanes. Les femmes utilisent beaucoup ça en Afrique sahélienne. C'est une ressource complémentaire. Ben, quand on modifie avec un projet forestier, ça a une influence sur les habitudes, sur le mode de vie qui vont bien au-delà des retombées économiques qui bénéficient à un certain groupe d'hommes qui ont la formation nécessaire pour participer au projet. C'est aussi, des fois, on s'attaque à des symboles sacrés et il faut s'assurer que ces symboles, les groupes à qui ils appartiennent soient représentés. C'est souvent un groupe minoritaire qui peut être impliqué, qui n'aura pas nécessairement les moyens de participer, de contribuer à la discussion. Et tout ça, ben, ça a une influence sur le politique, c'est-à-dire la cohésion sociale, la stabilité, l'accès au cercle de décision, les dynamiques de pouvoir, comme M. Rodon l'a présenté, ça change les dynamiques de pouvoir. Donc, les impacts, ils ne sont pas vécus de la même façon. Une société, elle n'est pas homogène. En disant, bon, ben, la communauté de Rouyn-Noranda, elle est homogène, elle est composée de temps. Et puis là, souvent, on regarde des études d'impact, c'est beaucoup de statistiques, mais très, très peu d'analyses qualitatives. Puis les évaluations qu'on va faire, ça va être en fonction de l'exposition. L'exposition, c'est l'ampleur, la fréquence, l'intensité des effets des opérations d'une mine, par exemple, sur la communauté. Mais méthodologiquement, on ne prend pas en considération les vulnérabilités des différents groupes de personnes et des capacités d'adaptation. Quand il y a une augmentation de l'évaluation foncière, ben, le loyer augmente. Une famille avec un chef de famille monoparental qui vit vraiment avec un budget très serré n'a pas la capacité d'adaptation que des gens privilégiés comme moi qui pourront absorber cette augmentation-là. C'est vraiment purement théorique, là. Mais voilà. Donc ça, il faut vraiment prendre en considération ça. L'approche axée sur les droits, en fait, c'est une méthode qui permet donc d'identifier, d'analyser dans un contexte les différentes dynamiques, les pratiques discriminatoires, les répartitions injustes du pouvoir et qui alimentent les inégalités. Et puis c'est ça qui entrave le développement au sens amélioration des conditions de vie et puis capacité de vie dans la dignité économique et sociale et non pas purement croissance du PIB. L'approche axée sur les droits, c'est vraiment, ça s'inscrit aussi dans tout ce qui est les meilleures pratiques ou en tout cas les normes non contraignantes des plus grandes organisations onusiennes. Donc, on a ici le principe directeur, ce qu'on appelle les principes de Ruggie, qui préconisent cette approche-là. Ça a été repris par l'OCDE aussi et la Société financière internationale pour encourager les entreprises à avoir adopté ce type d'approche. Alors, l'approche axée sur les droits ou fondée sur les droits inversement, selon mon humeur du moment, ça met en relation 3 groupes de parties prenantes, donc les détenteurs d'obligations, les titulaires de responsabilité et les détenteurs de droits. Donc, le détenteur d'obligations, ben, c'est l'État. Ici au Canada, ben, ça va être le gouvernement fédéral et même le gouvernement québécois. Ben, c'est l'État qui promulgue, une fois qu'ils ont ratifié les conventions internationales, ben, qui a l'obligation d'établir, d'adopter des lois, de mettre des normes, d'allouer un budget, des ressources pour mettre en œuvre et assurer les obligations. Le titulaire de responsabilité, ben, c'est nous. En dehors de l'État, ben, c'est les organisations, les collectivités locales, les ONG, les organisations de la société civile, la communauté internationale et aussi, forcément, les entreprises. Et les détenteurs de droits, ben, c'est aussi nous, c'est-à-dire les hommes, les femmes. Il y a les enfants, les personnes en situation de handicap, les conventions sur la protection des droits des personnes qui sont issues de groupes minoritaires. Il y a énormément d'instruments juridiques internationaux. Dans l'approche axée sur les droits, on analyse en fait comment les détenteurs d'obligations puis les titulaires de responsabilité mettent en œuvre en fait les droits. C'est-à-dire qu'on a, pour reprendre la méthodologie de John Ruggie, ben, il faut d'abord respecter, protéger et promouvoir. C'est un continuum. Respecter, c'est ne pas porter atteinte aux droits. Donc, l'État, par exemple, nous dit « tu n'as pas le droit, moi, je n'ai pas le droit de tuer Karine », par exemple. Fait que là, la loi interdit que… Je t'aime beaucoup, Karine. Là, on a fait la route ensemble. Je me demande ce que j'ai pu faire pour qu'elle dise ça. La loi dit que je n'ai pas le droit.
Protéger, ça veut dire que l'État doit mettre en place aussi des mécanismes, et même vous, des mécanismes pour que je ne porte pas atteinte à la vie de Karine. Donc, il va y avoir de la sensibilisation, des mécanismes on va mettre la police, on va mettre des ressources, etc. Promouvoir, c'est encore aller encore plus loin, c'est mettre en place des conditions gagnantes, non seulement pour que les gens puissent soient informés de leurs droits, parce que c'est la première chose, c'est d'informer les gens qu'ils ont des droits. Dans des pays où, effectivement, il n'y a pas eu accès à l'éducation, forcément, c'est fondamental que ces personnes-là soient informées de leurs droits, qu'elles soient informées de leurs droits envers les entreprises qui viennent s'installer à côté de chez elles, et qu'il y ait des mécanismes de surveillance, qu'il y ait des mécanismes de plainte, et qu'il y ait un processus de redevabilité et de lutte contre l'impunité. Méthodologiquement, ça implique juste à l'étude d'impact d'analyser le contexte, de comprendre dans quel contexte on intervient, est-ce qu'il y a une mise en œuvre effective des droits, de faire une cartographie des détenteurs de droits, non pas autour de la mine, mais en fonction également des vulnérabilités et des capacités de chaque groupe, d'identifier les risques et les opportunités d'amélioration du projet pour chaque groupe identifié, d'assurer la participation des populations, des groupes les plus marginalisés, donc pas juste le ministre, la chambre de commerce puis le maire du village, là, mais qui est une représentation pleine et entière de tous les groupes ou de leurs représentants. Puis à partir de là, ça permet de développer une stratégie qui permet d'identifier les risques, de développer des moyens, de développer des mécanismes de surveillance et de suivi. Donc, c'est pas juste de mettre un courriel, une adresse courriel en bas au fond à gauche du site web, mais de prendre qu'il y ait des mécanismes pour les personnes qui n'ont pas accès à Internet et qui ne sont pas alphabétisées. Parce que ça, ces mécanismes-là du petit courriel en bas au fond à gauche, c'est pas adapté à tout le monde. Enfin, c'est une reddition de comptes régulière, transparente, qui va bien au-delà des actionnaires. Et moi, je crois profondément que cette méthode-là permet, pour une entreprise qui s'y met de manière authentique, permet de développer un plan de gestion environnementale et sociale cohérent. On a une petite évolution dans le droit. En tout cas, ça reste encore très minime, c'est que depuis quelques années, les organismes onusiens, les différents organes commencent à vouloir intégrer le droit à un environnement propre, sain et durable comme un droit fondamental, un droit humain fondamental, ce qui n'est pas encore le cas en ce moment. On va parler du droit de l'environnement, mais on ne va pas considérer que l'environnement est le droit à un environnement propre et sain est un droit humain fondamental. Ça fait qu'en ce moment, les entreprises, même les gouvernements vont dire vont considérer l'environnement comme une partie prenante, souvent silencieuse, avec beaucoup de poétisme, mais de pouvoir l'intégrer comme étant un droit humain fondamental, ça viendrait, à mon avis, compléter la panoplie, pour autant qu'on applique l'approche, pour ça. Et puis, moi, je m'inscris dans les objectifs de développement durable. Ça, c'est mon parcours d'humanitaire et de praticienne des droits de l'homme et du développement international. Quand on adopte une approche comme ça, je pense que c'est là où on peut vraiment s'attaquer ou en tout cas résorber non seulement les risques et les effets néfastes, mais de capitaliser sur des opportunités pour améliorer les conditions de vie des communautés qui vont vivre à côté de ces projets-là. Merci. Bon cours de méthode. Merci. Merci beaucoup de cette présentation. Élodie, j'aimerais juste vous rassurer sur un point, pour le juriste que je suis, que le droit de l'environnement fasse partie aujourd'hui des droits humains. Pour une partie de la doctrine, ça ne pose plus vraiment de problème. Ça apparaît comme quelque chose maintenant qui est de plus en plus acquis. Voilà, juste pour vous rassurer. Oui, donc, juste pour vous dire, pour ce qui est de la doctrine qui s'intéresse à la RSE, qu'on la critique à juste titre, oui. C'est devenu maintenant quelque chose qui est de plus en plus admis et sans grande difficulté. Voilà. Pour ce qui est du côté universitaire, oui. On reprend. Oui, bien sûr. Alors, la balle, puisque vous êtes venus ensemble, alors du coup, on continue dans la complémentarité. Oui. Caroline, la parole est à vous. Parfait. Donc, contrairement à mes prédécesseurs, je ne suis ni professeure ni une Inc. Je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et j'enseigne cet oxymore qu'est le développement durable.
Et j'ai une particularité, par contre, je suis l'arrière petite-fille du premier recteur de l'Université Laval, donc Jean Cazot, Karine Cazot devant vous. Donc, avant de vous présenter, au fond, un outil qui contribue à une meilleure justice économique et sociale dans le secteur minier au Sénégal, qui contribue justement à réduire certaines des inégalités, notamment au niveau du savoir. J'aimerais vous parler un petit peu du contexte, justement, avant de vous présenter l'outil. Parce que, bon, on parle du secteur minier. Le secteur minier, ça représente, si on veut, l'offre. Mais de l'autre côté, il y a la demande, c'est-à-dire nous qui portons du pétrole. C'est une façon peu nuancée de le dire, mais on porte des vêtements qui contiennent du pétrole. On a des ordinateurs, on a des téléphones, on a du carbonate de calcium dans notre pâte à dents, dans nos céréales. Donc, c'est vraiment omniprésent dans nos vies et donc, nous en consommons. Donc, on ne peut pas parler du secteur minier sans parler de nous et donc de cette demande pour les métaux, les minéraux, etc. Et donc, moi qui ai le piton. C'est un indispensable de nos biens de consommation. On ne peut pas l'oublier. Il y a eu une croissance importante dans les dernières années, notamment en raison des technologies de l'information, et il y a une forte croissance aussi qui est à prévoir, notamment en raison de l'électrification des transports, qui n'est pas juste, on pourrait penser que c'est une tendance seulement au Québec, mais non, c'est vraiment une tendance mondiale. On constate que jusqu'à maintenant, c'est un secteur qui génère beaucoup d'attentes, mais qui ne les concrétise pas. Ces retombées-là ou ces attentes-là ne se matérialisent pas dans des contributions optimales pour les revenus d'un pays et de ses citoyens. On voit plusieurs communautés qui veulent prendre part à ce développement minier-là. Elles aimeraient, au fond, que justement le développement minier soit un meilleur contributeur au niveau des emplois, au niveau de l'approvisionnement, au niveau des fournitures, au niveau de l'engagement communautaire également, mais ça ne se concrétise pas comme justement mon collègue Thierry, M. Rodon en parlait tout à l'heure, au niveau de la RSE. Et donc, pourquoi, au fond, ça ne se concrétise pas jusqu'à maintenant? Quels sont les freins, au fond, à ce qu'il y ait davantage d'embauche, à ce qu'il y ait davantage d'approvisionnement local, à ce qu'il y ait davantage de contribution des minières aux revenus des pays? Bien, au niveau de l'embauche locale, il y a des besoins. Il y a besoin d'opérateurs de machinerie lourde dans l'industrie minière, il y a des besoins d'ingénieurs, il y a des besoins santé, sécurité, etc., etc. Et souvent, il n'y a pas de personnel qualifié pour occuper ces postes-là. Et si, justement, les gens souhaitent aller se former, bien, il manque d'institutions de programmes qui sont en mesure de leur offrir cette formation-là. Et donc là, qu'est-ce que ça implique pour l'industrie minière? Est-ce que c'est d'aller les former, de développer avec les universités des programmes de formation? Ça prend du temps, etc. Et bien, il y a un manque de connaissances des opportunités. Puis d'ailleurs, l'outil que je vais vous présenter chercher à pallier notamment à ça. Donc, quelles sont les opportunités? Ce n'est pas toutes les opportunités d'emploi dans le secteur minier qui requièrent des grandes qualifications, par exemple, il y a des emplois au niveau, justement, comme agent de sécurité, des emplois aussi au niveau, par exemple, de la cuisine. Donc, si on faisait mieux connaître, voici quel type d'emploi auquel vous pouvez aspirer, voici, dans le fond, les prérequis et qu'il y ait davantage de maillage, bien, on pourrait favoriser davantage l'embauche locale. Au niveau approvisionnement, qu'on appelle au Sénégal le contenu local, bien, il y a encore plus de freins, là, malheureusement. L'information sur les appels d'offres dans le secteur minier est très difficile à obtenir. Puis, même lorsqu'il y a ce partage d'informations-là, oui, on cherche tel type de fournisseur, voici la quantité, voici les montants, etc. Bien, de l'autre côté, les fournisseurs sont peut-être petits, ne répondent peut-être pas aux normes internationales de qualité comme ISO 9001 ou ISO 14001 et donc ne sont pas en mesure de répondre aux appels d'offres du secteur minier. S'ils veulent se regrouper ou s'ils disent, ben oui, je peux augmenter ma production pour être en mesure de répondre, mais là, ils n'ont pas accès à du financement. C'est une autre réalité. Puis, au niveau de l'énergie, l'énergie est très chère et au Sénégal, à 80
l'électricité issue de sources de combustibles fossiles. Et donc là, pour la production, avec la crise qu'on vit en ce moment au niveau des combustibles fossiles, les coûts, etc., bien, vous voyez que ça devient très difficile pour les fournisseurs de répondre aux appels d'offres, vos fournisseurs locaux de répondre aux appels d'offres du secteur minier. Et au niveau des contributions aux revenus des pays, bien, on est en voie de. Là, il y a eu une réforme de plusieurs codes miniers en Afrique, notamment au Sénégal en 2015, qui justement prévoit, par exemple au Sénégal, que 20% des revenus des minières soient redistribués dans un fonds de redevance là, pour les collectivités locales. Mais depuis 8 ans, il y a des discussions à savoir comment on va répartir cet argent-là, comment on va répartir cette manne financière-là, parce que, bon, tout le monde tire un peu la couverte. Les collectivités qui n'ont pas de développement minier veulent quand même avoir leur part du gâteau, mais de l'autre côté, les collectivités qui ont du développement minier disent ben non, nous, on devrait avoir vraiment plus de gâteau parce qu'on accueille le développement minier et tout ce que ça implique. Donc là, 8 ans plus tard, là, il y a eu des discussions en décembre, puis tout ça, normalement, ça devrait aboutir incessamment dans le cas du Sénégal et dans le cas des autres pays d'Afrique, comme je vous le disais, avec la réforme de certains codes miniers, c'est un peu la même dynamique qui est en cours. Donc, des pistes d'optimisme par rapport à ça pour une meilleure contribution des minières aux revenus des pays. Parce que le portrait, à l'heure actuelle, est assez peu reluisant. Je vous montre un exemple ici là, du Sénégal, des données assez récentes de 2021, issues du rapport de l'initiative sur la transparence dans les industries extractives, ITIE, de son acronyme. Si vous regardez à gauche, on n'est même pas à 5% de contribution du secteur minier au Sénégal dans le PIB. Et le 38%, c'est les exportations. D'accord? Donc, comment se fait-il que 38% d'exportation ne contribuent même pas à 5% du PIB? La question est posée. Et si vous regardez complètement à votre droite, 0,23%, c'est la contribution du secteur extractif dans l'emploi. On n'est même pas à 1%. Donc, c'est assez dramatique, vous en conviendrez. Donc, une contribution qui tarde à se matérialiser. Voilà, mais en marche vers. Ça, je vais sauter ça rapidement. C'était en fait les démarches, les dépenses sociales des minières au Sénégal qu'on a recensées là, dans les différentes régions minières à travers le projet qu'on a réalisé. Et je vais y arriver rapidement. Donc, comme je vous le disais, je voulais présenter le contexte, mais ensuite vous présenter cet outil-là qui vise finalement à assurer une meilleure justice économique et sociale en outillant par le biais d'un meilleur savoir quels sont, auprès des collectivités, des communautés locales, quels sont vos droits, comment vous pouvez contribuer au secteur minier, aussi d'assurer une meilleure surveillance environnementale à l'aide d'informations sur quoi surveiller, etc. Donc, c'est un projet que j'ai eu le grand privilège de réaliser au fond de 2018 à 2020 avec le Comité 21 Québec qui avait obtenu le mandat d'Affaires mondiales Canada et avec nos partenaires locaux. Donc, on travaillait avec Afrique, Lead Afrique francophone. Donc, peut-être que mon collègue Moussa est en ligne avec nous, peut-être que ma collègue aussi Lorraine du Comité 21 également. Donc, ce mandat-là s'est déroulé dans les 5 principales régions minières du Sénégal où on est allé, au fond, rencontrer vraiment les communautés pour partager une vision, un langage commun du développement minier responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, membres des communautés? C'est quoi vos préoccupations? C'est quoi vos enjeux? Prendre en compte aussi la vision des acteurs vulnérables, dont les femmes, les jeunes, les personnes à mobilité réduite, puis de former et sensibiliser parce que le secteur minier, bon, la contribution est minime, mais il reste que c'est extrêmement récent le développement minier au Sénégal. Et donc, comment vous, partie prenante, vous pouvez contribuer, ce que je disais tout à l'heure, comment vous pouvez assurer une meilleure surveillance, quel est le rôle que vous pouvez jouer, quelles sont vos responsabilités, quelles sont les responsabilités de l'État, quelles sont les responsabilités des compagnies minières, comme ça, si elles ne le respectent pas, vous êtes informés et vous pouvez intervenir, vous avez ce savoir et ce pouvoir-là au fond.
et comment vous pouvez mieux bénéficier du développement minier. Donc, on a développé, dans le fond, j'en ai un exemplaire ici, là, si ça vous intéresse, une trousse, un jeu de cartes en fait, mais des cartes pour adultes au fond, avec des illustrations vraiment sur mesure qu'on a travaillé avec nos partenaires sur le terrain là, pour assurer que ça soit représentatif, puis aussi pour que ça soit accessible à tous. Donc, une personne qui ne connaît pas du tout le développement minier peut travailler, réfléchir avec nous, mieux comprendre parce que tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin d'être de littératie quelconque, tu n'as pas besoin de savoir lire ni écrire, les images parlent d'elles-mêmes et on n'est pas là avec un langage technique non plus. Donc, on demandait aux gens, selon vous, dans les phases du développement minier, quel vient en premier? C'est quoi les impacts de chacune des phases? Quelles parties prenantes doivent, selon vous, être impliquées dans quelle phase? Pourquoi? Quel est leur rôle? Quel est votre rôle? Parce que, bien sûr, elles étaient une des parties prenantes impactées. Et donc, et on leur a aussi demandé, c'est quoi les thématiques qui sont les plus importantes pour vous à travers tout ça? Puis, ça a fait en sorte que, justement, le niveau de connaissance collective s'est beaucoup amélioré. Là, on a fait des sondages pour mesurer ça avant et après, donc de partager cette vision-là et de mieux comprendre au fond. Et ça a mené vraiment à des discussions extrêmement riches dans toutes les régions, des gros questionnements et une participation de tous, comme vous pouvez voir, jeunes et très jeunes même, femmes. On a eu près de 30% de femmes là, qui ont participé à l'initiative pour discuter du secteur minier. Donc, c'est un minimum, mais à la fois, c'est beaucoup. Donc, voilà. Et donc, ce que nous avons fait suivant ces ateliers-là, c'est qu'on a produit justement des fiches thématiques sur les différentes thématiques du développement durable, économique, social, environnemental, etc. Et on a fait bien sûr le parallèle avec les ODD. Je vous dirais que ce n'était pas nécessairement ça qui était au cœur de leur préoccupation, les ODD, mais quand même, justement, de faire ce lien-là. On poursuit dans cette optique-là de l'information et de la sensibilisation. Et donc, les 3 thématiques qui nous ont dit, vraiment, ce qui est important pour nous, ça a été l'engagement communautaire, l'embauche locale, puis le respect des lois et les règlements par les entreprises minières. Donc, on a fait des fiches sur toutes les thématiques, mais on a vraiment développé plus de matériel sur les thématiques qui étaient les plus importantes pour eux. Donc, chaque fiche était construite de cette façon-là. Donc, c'est là où il y avait quand même une certaine forme d'équilibre. Donc, dans la situation actuelle, par exemple, sur un sujet donné, si les pratiques sont peu reluisantes, il y avait quand même un état des lieux qui était donné sur qu'est-ce qui se passait sur le terrain minier par rapport à une thématique donnée. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, à quoi vous êtes en mesure de vous attendre? C'est quoi une minière qui fait bien les choses? Puis, quelles sont les lois et règlements en fonction de chacune des thématiques aussi? Pour assurer la pérennisation du projet, on a formé des gens des différents services gouvernementaux sur place. Donc, tant au niveau du développement communautaire, des agences régionales de développement, du service des mines, du service de l'environnement, mais aussi on a ciblé dans chacune des régions une ONG environnementale ou sociale qui était très crédible, très bien implantée dans son milieu, qu'on a aussi impliqué dans la démarche. Donc, on avait 2 représentants de chacune de ces structures-là dans chacune des régions minières. Donc, on les a formés sur l'ensemble des contenus, mais aussi à utiliser le matériel. Donc, ils ont les cartes, ils ont la trousse, donc ils peuvent poursuivre le dialogue, puis poursuivre aussi le partage d'informations avec les communautés. Donc, ça, c'était lors de la formation à Dakar. On a travaillé fort pendant 2 jours dans cette petite salle-là avec tout ce beau monde. Et donc là, ensuite, on est retourné aussi dans les régions. Puis, ça a été drôle parce que, c'est drôle puis pas drôle, mais on est retourné puis les gens étaient comme, merci tellement de revenir, nous dire, au fond, ça arrive tellement souvent que des gens viennent nous consulter puis on n'en entend plus jamais parler puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec ça.
Mais merci tellement de revenir, puis parce qu'on est vraiment justement retourné, puis on a dit, ben voici ce que vous nous avez dit, voici ce qu'on a fait en réponse à ce que vous nous avez dit. Donc, il était extrêmement heureux de nous revoir avec le produit final. Donc, on est retourné. Et sur les thématiques les plus importantes, bien, on a développé des bandes dessinées, on a développé du contenu audio. Puis ça, c'est accessible à tous, au fond. Justement, si c'est disponible en ligne, si vous aimez le concept, les images, etc., puis vous voulez les reprendre, c'est disponible. Donc, bande dessinée, affiches, ce qu'on a distribué dans les régions et qu'on a fait traduire, bien sûr, dans les 3 langues locales. Et ça a été un exercice parce que c'est des langues orales. Et là, nous, on essayait de trouver des gens qui pouvaient écrire en wolof, qui pouvaient écrire en peul et en mandingue. Donc, ça fut tout un exercice. Mais bon, on a du audio aussi pour les gens qui n'iront pas lire tout ça. Donc, ça, c'est un outil. Il est disponible. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le partager. Mais après, j'avais envie de vous laisser sur des choses très concrètes que vous pouvez faire pour favoriser une meilleure justice économique. On est dans une institution d'enseignement supérieur. Donc, bien sûr que vos travaux de recherche, vos travaux que vous faites dans le cadre de vos cours peuvent contribuer, mais dans le très concret, très immédiat, il y a plein de choses que vous pouvez faire, là. On est dans le cadre de la Semaine de développement international, il y a la COSTI, il y a une pétition justement pour démontrer au gouvernement que c'est important pour nous qu'il y ait cette loi-là sur la responsabilité sociale des entreprises canadiennes à l'étranger. Donc, vous pouvez aller signer sur le site de la COSTI, c'est disponible en ligne. Partager l'information, le savoir, c'est pouvoir, comme diront mes collègues. Et c'est aussi la première étape vers un changement de comportement. Vous pouvez écrire à vos députés, il y a des organismes que vous faites juste rentrer vos infos, puis ça envoie la lettre pour vous. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire de façon concrète pour favoriser une meilleure justice économique, mais comme le disait Élodie, une justice environnementale et sociale parce que tout ça est intimement relié. Voilà. Merci beaucoup, Karine, de cette très riche présentation. Et sans plus tarder, nous utilisons malheureusement un petit peu la mondialisation pour une présentation par Internet. Je vous cède la parole, chère conférencière. Vous avez 10 minutes, mais pas de frustration. Vous pourrez revenir au moment des questions sur certains points que vous souhaiteriez détailler un petit peu plus. Soyez bien à l'aise avec ça. La parole est à vous. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très, très bien. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Allô? Elle nous entend pas parler. Oui. Est-ce que vous Est-ce que m'entendez? vous nous entendez? Oui, je vais l'écrire. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Juste les panélistes, s'il vous plaît. Oui. Oui. OK, c'est bon, on l'a vu. OK, parfait, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce colloque. Je suis désolée, là, je ne suis pas sur le programme, mais c'est parce que je viens d'arriver d'Afrique. J'avais donné mon accord de principe avant et puis finalement, bon, je n'ai pas pu être en contact avec les organisateurs. Mais me voici, donc je suis Idia Touba, jeune docteur en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval, donc à l'ESSAD. Et j'aimerais ça vous présenter donc une partie donc, des résultats de ma thèse. On reste dans la sous-région, donc un pays limitrophe du Sénégal, à savoir la Guinée, qui est en fait mon terrain d'étude. Je vais essayer de vous partager ma présentation. Est-ce qu'on la voit?
Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Est-ce qu'on la voit? Ça va? On voit la présentation? D'accord. Bon, moi, je ne vous entends pas bien. Je trouve ça un peu curieux, mais je vais, si vous m'entendez, ben, je vais commencer. Alors, ma thèse porte en fait sur la gouvernance minière multiniveau et je me suis intéressée aux relations entre l'État, l'entreprise et les communautés. Et dans la région de bauxite de Bokeh, donc c'était mon point d'étude. Et j'ai étudié plusieurs instruments de politique publique qui ont été mis en place à partir de 2010 avec le régime donc, de Alpha Condé. Et particulièrement à un instrument particulier qui est le Fonds de développement économique local. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Alors, donc rapidement, ça va être la Guinée, la région nationalisation, les résultats un petit peu des discours politiques un peu des acteurs. Donc, qu'est-ce que l'État en pense? Qu'est-ce que la compagnie minière, ici particulièrement la compagnie de bauxite de Bokeh en pense? Et qu'est-ce que les communautés locales en pensent? Et quelques éléments donc d'analyse donc, et de discussion. Alors, rapidement, la Guinée, bon, c'est trois petits mots pour la définir. Scandale géologique en Afrique de l'Ouest, compte tenu de la diversité et de l'immensité donc, de ses ressources naturelles. Château d'eau d'Afrique de l'Ouest, compte tenu évidemment de sa pluviométrie et des principaux cours d'eau qui la traversent. Mais ça reste un cas symptomatique de la malédiction des ressources parce que ça reste quand même un des pays classés mondialement selon l'indice de développement humain parmi les plus pauvres donc, au monde. Pourquoi la préfecture de Bokeh, la région de Bokeh? Parce que c'est la région de la bauxite par excellence, donc c'est la région du sud-ouest, donc on l'appelle aussi la Basse-Guinée, particulièrement la préfecture de Bokeh, qui compte environ 450 000 habitants. Donc, depuis les indépendances, c'est une région par excellence d'exploitation et d'exploration de la bauxite. La CBG, la compagnie de bauxite de Guinée, est sur le terrain depuis 1973 où elle a exporté donc, ses premiers wagons de bauxite. Et en 2017, donc, le président l'a décrété zone économique spéciale, justement avec un désir un peu d'harmoniser et de coordonner les investissements miniers dans cette région-là. Évidemment, c'est une région qui souffre de manière récurrente d'acceptabilité sociale. On a eu un point culminant en 2017 où le train minéralier a été arrêté pendant 2 semaines par les jeunes Bokéka qui manifestaient évidemment leur mécontentement, leur colère, leur manque de retombées socio-économiques. Donc, ils ont décidé d'arrêter le train pendant 2 semaines. Ça a été la catastrophe pour le pays parce qu'il faut savoir que c'est la CBG qui finance évidemment l'appareil gouvernemental, qui finance la fonction publique. Donc, c'est vraiment le premier employeur, contributeur donc aux recettes du pays. Et donc, pour la compagnie aussi, c'était vraiment la catastrophe. Et donc, il fallait s'asseoir et discuter et négocier afin qu'il y ait une reprise, évidemment, des opérations. Alors, le Fonds de développement économique local, donc c'est un instrument qui est inscrit dans le nouveau code minier de 2011-2013, donc réformer complètement le code minier pour qu'il s'oriente vers davantage les principes donc, de développement durable, vers une vision de développement durable en arrière. Et pour le gouvernement, c'était aussi la façon de répondre à ce problème d'acceptabilité sociale dans la région de Bokeh. Et il estime, et c'est inscrit dans la politique de responsabilité sociale qu'il a mise en place en 2017, que seules les contributions donc, des entreprises au développement communautaire local mises en œuvre de concert avec l'État et les autres parties prenantes, faites en faveur des collectivités locales, peuvent être en mesure d'atténuer ces impacts donc, négatifs de l'exploitation minière, notamment dans la région de Bokeh. Donc, cet article, il dit quoi? Il dit
par contre, c'est important que la compagnie minière contracte une convention de développement local avec sa communauté d'accueil d'abord, ensuite qu'elle puisse maintenant contribuer à sa contribution de développement local par 0,5% à 1% de son chiffre d'affaires annuel. Et c'est cette contribution-là qui alimente ensuite le fonds de développement local. Bien sûr, pour ça, elle doit le faire dans une perspective de renforcement de capacité, de planification locale et de transparence, évidemment, dans le transfert de ces fonds-là et dans la gestion locale aussi de ce fonds-là. Protection de l'environnement et de la santé, c'est important. Processus de développement de projets à vocation économique, donc ce sont ces projets-là qui sont éligibles au FODEL. Respect des principes de transparence et de consultation, donc on s'assure évidemment que les projets au niveau de la commune urbaine ou de la commune rurale sont priorisés et en fonction aussi des différents groupes qu'on retrouve dans la communauté et que ce n'est pas toujours les mêmes, évidemment, qui envoient leurs projets pour financement au FODEL. Donc, dépendamment de la substance, c'est 0,5% pour la bauxite et le fer et 1% donc pour les autres substances minières, donc par exemple l'or, parce que la Guinée est aussi un gros producteur d'or. Donc, c'est ce qui compose un peu rapidement le Fonds de développement économique local. Ici, un schéma pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on commence par la convention de développement local avec la communauté, en théorie. On verra qu'après, en pratique, c'est moins évident. Ensuite, l'entreprise donc verse le pourcentage dans le fonds, dépendamment de la substance qu'elle exploite. Ces contributions-là donc alimentent le fonds de développement local qui, lui, est censé être financé par des projets issus du plan desquels vont découler un plan d'investissement annuel dans lequel des processus, évidemment, de priorisation auront déjà été mis en place. Ensuite, il y a un comité d'appui à la gestion du FODEL qui est mis en place. Donc, c'est un comité préfectoral à l'échelle de la préfecture. Et le comité préfectoral de développement, qui est une instance un peu de consultation à l'échelle de la préfecture et qui regroupe un peu toutes les forces vives de la préfecture, siège pour pouvoir avoir une vision un petit peu sur le cash-FAT. Alors, pour l'État, donc là, je vous donne un petit peu les résultats rapidement en fonction des acteurs. Donc, la policy story de l'État nous dit, pour nous, c'est une innovation majeure. Le FODEL vise une gestion plus collaborative avec la communauté et les sociétés civiles dans la redistribution des revenus miniers, mais aussi, évidemment, répondre aux exigences internationales d'une gouvernance minière qui est davantage transparente et axée sur le développement durable. La communauté, elle, au sens large, nous dit, nous, ce qui est important pour nous, c'est ramener nos intérêts dans les décisions de Conakry. Donc, ça fait des décennies et des décennies que les minerais, et la bauxite en particulier, est exploité. Nous n'avons que peu de retours par rapport à ça. Donc, pour nous, ce n'est pas une récompense. Le FODEL et la consécration d'une lutte de plus d'une décennie en faveur d'une meilleure transparence dans la répartition des revenus et des bénéfices miniers. Et c'est une victoire qu'on a eue, que ce soit inscrit dans le code minier, et nous espérons que les pouvoirs publics et les compagnies minières vont pouvoir l'appliquer évidemment en tenant compte de nos intérêts. L'entreprise, et là, on parle vraiment de la police historique corporative, donc la CBG, elle, n'oublions pas qu'elle est sur le territoire depuis plus d'une cinquantaine d'années. Les 10-15 dernières années, elle a vu évidemment son monopole s'effriter avec l'arrivée massive d'autres compagnies minières, dont notamment les compagnies chinoises, qui sont arrivées de manière très agressive et qui ont exploité la bauxite en 4-5 ans, ce que la CBG n'a pas fait en 50 ans. Elles ont même d'ailleurs démontré une capacité
insoupçonnée au gouvernement guinéen d'extraction de la bauxite. Mais ça, c'est une autre parenthèse, parce qu'évidemment, ça se fait dans des conditions sociales et environnementales les plus terribles. Mais pour la compagnie, la CBG, d'ailleurs, dont Rio Tinto est actionnaire à 25%, donc ex-Alcan, l'autre morceau, c'est les Américains, donc avec Alcoa. Donc, la CBG se dit, si on a plusieurs compagnies minières que chacune verse sa contribution au développement local, donc en faveur de projets économiques, donc on devrait avoir une acceptabilité sociale plus maîtrisée, plus contrôlée. Par contre, elle se dit qu'elle est exempte de ce FODEL-là parce qu'elle contribue déjà massivement à des paiements sociaux qu'elle fait à part. Donc, oui, pour elle, c'est une bonne idée, mais elle s'exempte, estimant de toute façon qu'elle a un statut particulier dans les compagnies minières, étant donné que l'État guinéen est actionnaire à 49% et les autres multinationales à 51%. Alors, rapidement, donc ce qu'on réalise, c'est que si on voit un peu le cycle de cet instrument de politique publique, donc dans son processus d'émergence, on voit que le FODEL, il répond donc à un besoin économique pressant. Le gouvernement avait besoin de mettre en place enfin un instrument qui permettrait un développement minier harmonieux et diversifié. Pourquoi? Parce qu'avant cela, cette contribution au développement local se gérait de manière à deux clos, de manière bilatérale entre la compagnie et le gouvernement. Et donc, la communauté locale n'avait vraiment pas son mot à dire là-dedans. Donc, l'idée, c'était vraiment d'harmoniser ça par substance et non de faire des accords un peu à la tête de la compagnie minière, en fait, à la tête de la multinationale. Pour les entreprises, oui, elles recherchent une acceptabilité sociale, entre guillemets, durable, donc elles n'arrivent pas à avoir. Et pour les communautés, ce n'est pas un cadeau, ce n'est que justice après toutes ces décennies pour permettre d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Dans la formulation et la mise en œuvre, on réalise évidemment que le FODEL inscrit depuis 2011-2013 dans le Code minier n'a vu le jour qu'en décembre 2019. Donc, et c'était à la veille d'élections locales, entre parenthèses. Et donc, on est vraiment en présence de ce qu'on appelle la multiplicité institutionnelle, où on a des normes officielles et des normes informelles qui cohabitent, donc sur un même terrain. Et surtout, à ce jour, aucune entreprise, incluant la CBG, aucune entreprise n'a signé de convention de développement local avec sa communauté d'accueil. Donc, moi, ça a été mon gros choc de ma découverte de chercheurs, que toutes ces entreprises-là qui sont là depuis des années, et pas seulement dans la bauxite, même dans les autres substances. Je me suis renseignée au niveau de l'or, au niveau du diamant, et la réponse, c'est que les communautés ne sont pas encore prêtes, ne sont pas encore matures pour contracter directement avec la compagnie minière. Donc, je vous passe la condescendance. Donc, la compagnie dit, nous signons avec l'État. Donc, c'est la réponse que j'ai eue. Évidemment, en termes d'évaluation, quels ont été les premiers projets financés? Parce que moi, j'ai pris donc le train en marche. Aujourd'hui, il serait intéressant de savoir les premiers projets financés, donc par le FODEL, notamment dans la région de Boké. Est-ce qu'ils s'arriment avec la politique de décentralisation? Comment s'est passé les premiers processus de consultation? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une manne d'argent énorme qui tombe d'un coup dans ces communautés-là qui ne sont pas habituées à absorber un montant, un flux financier aussi considérable. Comment les projets ont été sélectionnés, les premiers projets? Est-ce qu'on a tenu compte des femmes, des jeunes? Est-ce qu'on a tenu compte des groupes marginalisés? Est-ce qu'on a tenu compte des groupes castés, donc ceux qui ne sont pas nobles dans la communauté? Est-ce qu'on a tenu compte de la dichotomie entre les autochtones et les allochtones? Parce qu'à Boké, oui, il y a les gens natifs de Boké, mais comme c'est une région minière, il y a des gens qui viennent un petit peu partout du pays, mais aussi de la sous-région, donc pour travailler dans la zone. Donc, il y a toutes ces questions-là qui émanent un petit peu du FODEL. D'autres questions, le gouvernement, comment va-t-il faire pour contraindre les compagnies minières à respecter
donc le Fonds de développement économique local, à contracter des ententes, des conventions de développement local avec les communautés d'accueil et à les respecter, à contraindre la CBG, même si c'est son bébé, même si c'est son... Les gens m'ont dit, la CBG, c'est l'œuf du gouvernement guinéen, il ne faut pas y toucher, mais comment on s'assure que la CBG se conforme aussi à ce fonds de développement économique local? Donc, c'est beaucoup de questions qui restent encore en suspens et qui seraient intéressantes donc à pouvoir aller chercher comme suite un petit peu des premiers résultats que j'ai eus au niveau de ma thèse. Alors voilà, je ne voulais pas être longue, je pense qu'on aura l'occasion d'enrichir donc les discussions et les débats autour des questions. Merci de votre attention. Alors, effectivement, merci déjà pour la salle d'applaudissements pour nos panélistes. Je pense que mon courriel de Cerbère du temps a fait peur à tous les panélistes. On a à peu près tenu le temps. Alors, écoutez, c'est parfait. On va pouvoir passer à la période de questions. Juste peut-être ramener à quelques idées que j'aimerais vous partager quand j'entendais nos panélistes qui vont peut-être permettre d'enrichir les questions qui vont venir. Ça nous montre très bien que il me semble que les minières sont un beau cas d'application du pouvoir. Comment est-il encadré? Comment peut-il être? Pratique, entreprise, normes, droit, éthique. On a vu que ça varie, qu'aucune de ces normes n'est parfaite. Nos panélistes nous ont très bien montré, je trouvais, les situations de paradoxe. Un État qui profite, mais un État qui ne partage pas. Le moi, le nous. Ça a été dit par Karine, je trouvais ça intéressant. Le modèle financier contre un modèle social, mais pas seulement environnemental. L'argent, d'un côté, puis la pauvreté. Une richesse qui ne signifie plus vraiment, on n'assimile plus à l'argent. La rapidité, lenteur. On a vu le temps. On met 7-8 ans pour pour mettre en œuvre le code minier. Le paradoxe entre normes et application. On voit bien, il y a des choses qui avancent sur les normes, mais on a vu plusieurs fois, c'est l'application, vraisemblablement, qui pose problème. On a vu le paradoxe aussi, d'un côté, le politique impacté, puis d'un autre côté, un politique sans impact. On voit des États on sent, qui parfois n'avancent pas. Des communautés peu impliquées, puis d'un autre côté, des communautés qui sont impliquées, mais qui ne savent pas toujours négocier ou qui ne pensent pas toujours à utiliser les bons outils. Ça a été mis également en lumière, donc de beaux paradoxes. Alors, est-ce qu'on va dans le mur? Et puis, j'aurais tendance, point de vue personnel, et puis en écoutant ce que disait Alain ce matin, je n'aurais pas eu cet avis-là, mais j'aurais tendance à dire oui, quand j'entends Thierry dire que maintenant les grandes minières sont détenues par des sociétés de courtage. Je dois dire que quand même, cette idée de financiarisation derrière, qui était déjà présente, mais qui l'est encore plus, fait quand même peur. Faut-il changer de modèle économique? Je ne sais pas si, peut-être, Alain, il faut aller jusqu'à une régionalisation à tout changer, mais peut-être au moins mieux partager. Un modèle qui parfois ne fonctionne pas si mal, avec des effets positifs et bénéfiques quand même. On peut le relever, il y a quand même des bons coups, ça draine de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et je me suis dit finalement, est-ce qu'on ne doit pas essayer d'atténuer, de faire mieux? Ben, comment? Là, en tous les cas, c'est des questions qui me semblent se poser. J'ai noté aussi, vous aviez beaucoup de doutes sur la RSE. Ça a été très, très bien exprimé. Thierry l'a dit d'entrée, grosso modo, j'y crois pas. Mais je résume sans doute mal. La RSE, grosso modo, mais j'irais, est-ce que c'est la RSE ou plutôt ce qu'on en fait? Ou comment on la matérialise? Comment on la dévoie qui devient gênant? Parce qu'en soi, penser à l'autre n'est peut-être pas une si mauvaise idée, même si ça prend le vocable de RSE, je me disais. Puis, j'entendais aussi, je me disais, derrière la RSE, il y a quand même le mot responsable. Et je pense que peut-être il n'est pas toujours bien compris. Je crois que la RSE ne veut pas dire absence d'éthique, ne veut pas dire absence de droit. Il y a une idée de justice derrière qui me semble bien oubliée. Et là-dessus, simplement, comme piste de réflexion, la justice, c'est bien connu dans la réflexion éthique. La vraie question, c'est est-ce que l'éthique doit être payante aujourd'hui? Est-ce qu'elle doit être rémunératrice? C'est souvent une vision que l'on a des choses qui me semble dévoyer un peu la question éthique. Quant au droit, ben, le droit, il a théoriquement un objectif de justice, mais on voit bien que, bon, il y a encore beaucoup de travail. Il y a quand même des choses qui avancent au Canada. Il y a des projets de loi sur la vigilance. Je vous invite à suivre des débats à l'heure actuelle intéressants, même si le projet de loi, en fait, se révèle parfois bien trop souple et bien trop soft. Mais on parlait de pétition. Il y a une pétition des universitaires
pour inviter les députés à être beaucoup plus ambitieux dans leur projet de loi. Reste à savoir ce que ça va devenir. Quant à la justice en elle-même, il y a des questions qui sont intéressantes et pas résolues, sur les questions de procédure, par exemple. Est-ce que des victimes peuvent aller devant les tribunaux? Est-ce qu'on facilite cet accès? Est-ce qu'on leur permet d'être indemnisés? Est-ce qu'il n'y a pas trop de règles techniques et contraignantes? Surtout, comme vous disiez, Thierry, quand d'un côté, on a une batterie de 25 avocats de grands cabinets, puis d'un autre côté, des victimes qui sont épaulées éventuellement par quelques associations comme Avocats sans frontières. Mais c'est un peu Goliath, ici, difficile. Ils sont bons, Avocats sans frontières, quand même. Oui, ils sont bons parce qu'ils ont développé, mais si ce n'était pas là, qu'à l'heure actuelle, on peut se demander, heureusement qu'ils sont là. Voilà, je vous inviterai peut-être à réfléchir, à réagir sur toutes ces questions-là, et puis surtout à confronter peut-être nos pénalistes sur des choses qu'ils ont pu vous présenter. Pardon? C'était un beau pénaliste. Comme quoi, la RSE devrait sans doute se durcir indirectement, je l'avoue. Alors, je vous en prie, c'est parti pour la première intervention. Merci beaucoup. D'abord, ma question s'adresse davantage à M. Rodon, bien que tous les autres panélistes puissent peut-être répondre éventuellement. Alors, vous avez proposé, en fait, la question qui dominait, bon, je résume, là, comment repenser, comment constituer une justice extractive. Hein? Bon. Et vous proposiez, entre autres, le fameux droit de dire non, un droit de participation au niveau des communautés locales autochtones. Bon, je résume grossièrement, vous corrigerez au besoin. Et vous semblez donc, du côté de ma cour, en philosophie politique du territoire, adhérer à ce qu'on appelle une grande famille de théories qui s'appelle les théories de la réconciliation. Savoir qu'on peut penser des liens, on peut penser une autodétermination territoriale entre communautés locales et communautés extérieures, donc, qui est représentée par l'industrie, par le gouvernement peut-être provincial également, fédéral dans le cas canadien. Donc, c'est des idées avec lesquelles je suis d'ailleurs favorable, mais je m'intéresse quand même aux objections qu'on entend dans la littérature au niveau d'une grande famille de théories contraires, c'est-à-dire les théories de la résurgence, qui nous disent grosso modo que penser une telle forme de justice réconciliatrice entre les communautés d'accueil et les communautés extérieures, c'est tout simplement impossible parce que d'un côté, on a les communautés autochtones qui ont une certaine vision du territoire historiquement ancrée dans une langue, qui ont, comme le disait tout à l'heure Mme Legrand, qui sont victimes de formes d'inégalités sociales, mais ancrées dans une langue. Il y a des inégalités de type épistémique, entre autres. Et donc, la critique du côté de la résurgence nous dit finalement que tant que les communautés ne pourront négocier en leurs propres termes leur autodétermination, ben, c'est tout simplement impensable que de tout de même proposer une réconciliation. Donc, c'est une critique qu'on entend souvent du côté, entre autres, des théoriciens certains autochtones américains. Je pense entre autres à... bon, le nom m'échappe, ça me reviendra, c'est pas plus grave que ça, mais entre autres du côté des autochtones canadiens, à Glenn Coulthard, entre autres, qui est très marquant dans la littérature, théorie critique très forte. Donc, je me demandais un peu, pour résumer, qu'est-ce que vous proposez à ces critiques-là, parce que c'est toujours une critique en termes d'applicabilité. Donc, qu'est-ce que vous leur répondez, en fait, pour votre mode de justice extractive? C'est une grande question, là, je ne veux pas... mais voilà. Non, c'est une bonne question. Bon, d'une part, je ne me place pas dans une perspective de réconciliation nécessairement. Là. En fait, les deux perspectives que vous avez énoncées, c'est deux visions du monde incompatibles, mais aussi deux visions idéologiques. Donc, ça, je me méfie beaucoup de ce genre de choses personnellement, même si c'est intéressant que ça soit développé. Ce que je disais, c'est qu'en fait, et je ne l'appliquais pas qu'aux communautés autochtones, là, je disais que la capacité de dire non, et en fait, je n'ai pas beaucoup élaboré là-dessus, là, mais l'importance de la capacité de dire non, c'est aussi un rapport de force concret quand on peut dire non. C'est-à-dire que, et c'est ce qui se passe avec les autochtones en ce moment, parce que les minières savent que si une communauté autochtone refuse de signer ces fameux ERA avec eux, ils ne pourront pas financer leur projet, même s'ils ne sont pas obligés de signer ces ERA-là. Là. Donc, il y a un rapport de force qui est créé par ça. Et c'est ce rapport de force qui permet d'améliorer les choses. Parce que les minières, en tout cas, le travail que j'ai fait chez moi en étudiant les mêmes compagnies minières dans différents environnements, ben, les compagnies minières, elles s'adaptent à leur environnement. Elles sont vraiment dans la théorie de l'évolution, c'est qu'elles changent beaucoup selon leur environnement. Je ne vais pas parler de Glencore, mais Glencore, là, avec les crises, s'entendent très bien avec Glencore. Bon citoyen,
Bon, ils protègent beaucoup, là, c'est très difficile de parler à d'autres personnes. Il y en a qui ont essayé, d'autres membres de la communauté CRI, là, mais bon, en gros, ça se passe quand même assez bien. Il n'y a pas d'impact. Glencore au Guatemala, c'est pas la même histoire. C'est la même compagnie, hein. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve. Donc, les minières, finalement, elles s'adaptent. Si ça veut dire qu'on peut régler les problèmes avec un escadron à mort, ben, on le fait. Par contre, si on ne peut pas le faire, ben, on ne le fait pas. Puis, si on est dans le territoire CRI où les CRI disent ben, le développement minier se fera à nos conditions, sinon il n'y en aura pas, ben, là, on devient un bon citoyen. Donc, et c'est ça, moi, mon expérience sur les minières, c'est ce que je vois, c'est qu'ils s'adaptent très facilement. Et moins ils peuvent donner d'argent aux communautés, moins ils en donneront, plus ils en donneront à leurs actionnaires. Mais s'ils sont obligés d'en donner plus, ils vont en donner plus. Mais il faut créer l'obligation. Et l'obligation, c'est en fait des cadres légaux, mais ils sont très faibles hein, sur le développement minier pour l'instant. C'est l'État qui accepte, ce n'est pas la communauté. Le droit de dire non, ça n'appartient pas. Ben, il s'est créé à cause de la jurisprudence canadienne sur le droit autochtone. À cet endroit-là, il s'est créé. Il peut se créer, comme en Nouvelle-Calédonie, il s'est créé parce que la province nord, qui est gérée par les Kanaks, ils sont propriétaires du dépôt minier. Mais même dans ce cadre-là, ils n'en profitent pas. C'est très compliqué de... Justement, il y a un lien qui a été fait, j'ai étudié beaucoup, là, entre autonomie politique et mines. Le Groenland, les Kanaks, toutes des régions qui cherchent l'autonomie politique, l'indépendance en fait, pas l'autonomie, l'indépendance. Et dans les deux cas, il y a ce modèle-là, évidemment, pour avoir l'indépendance, il faut se couper de la métropole qui finance les services. C'est le cas de la Nouvelle-Calédonie. Donc, ils ont parié sur le développement minier de Goro, Koniambo, pour l'instant. Ils n'ont jamais fait d'argent avec cette affaire-là. Glencore en a fait. Donc, voilà, ben, c'est ça. Donc, rapport de force, et ce n'est pas toujours évident. Même à ça, c'est pas... Parce que la mise en œuvre, on parlait de l'emploi, là. J'étudie beaucoup la question de l'emploi. C'est ce qui est le plus compliqué, les emplois. Et c'est très problématique parce qu'une part, il y a la question de la formation, mais il y a aussi la question, souvent, les emplois, ils sont reliés à des emplois ancillaires, très souvent, et non pas les emplois où on peut se développer, qui sont mieux payés, etc. C'est l'historique de Shefferville. En tout cas, donc, il y a toutes sortes d'enjeux de pouvoir qui sont très prenants, mais qui peuvent être contraints. Il y a des minières qui sont contraintes. Elles sont contraintes par l'environnement dans lequel elles doivent opérer. Voilà. C'est ma réponse. Puis je laisserai faire les urgences réconciliation. On réglera une autre fois. Également un mot de soumise. Pas de problème. Alors, je crois qu'on a une autre question. Oui, on a une question en ligne. Donc, une personne qui demande à Karine, en fait, quel était le but en relation avec la minière? Puis, avez-vous déjà vu un impact sur la société locale? Oui, ben en fait, c'était pas un projet minier. En fait, c'était vraiment justement le développement minier est à ses balbutiements au Sénégal. Et donc là, c'était Affaires mondiales Canada qui voulait travailler avec les communautés locales en perspective d'une potentielle implication des minières canadiennes au Sénégal. Il y a déjà des minières canadiennes qui sont présentes principalement dans la zone de Kédougou avec Sabodala pour c'est une mine d'or, en fait. Et donc, c'est sûr que le projet n'était pas, dans le fond, pour un seul projet minier, mais c'est sûr que, oui, il y a déjà des minières canadiennes qui sont sur place. Puis, du côté de la mine de Sabodala, il y avait quand même vraiment... oui, il y a des impacts, on en parlait dans la voiture tout à l'heure, des enjeux au niveau de la cohésion sociale, puis c'est sûr que on amène beaucoup d'employés dans une certaine zone, fait que oui, ça amène des enjeux sociaux, comme par exemple la prostitution, etc. Donc ça, c'est d'un point de vue social, mais d'un point de vue de la communauté puis de l'implication de Sabodala, c'est sûr que la communauté les accueille très favorablement parce que c'est justement des bons emplois et ils essaient le plus possible d'avoir un bon dialogue avec la communauté. Ils travaillent dans une perspective d'approvisionnement local,
un des freins que je mentionnais tout à l'heure, c'était l'accès à l'information des appels d'offres et tout ça. Donc, eux, ils travaillent beaucoup dans ce sens-là pour le rendre disponible, puis travailler avec les associations locales de fournisseurs, avec les groupements de femmes qui font de la production, de la transformation alimentaire pour voir comment on peut travailler avec vous pour que vous approvisionnez, que justement à la cafétéria de la mine, on ait des produits maraîchers issus des groupements féminins, etc. Puis, au niveau conciliation travail-famille, c'est sûr que c'est des conditions de travail qui sont extrêmement favorables parce que c'est des conditions canadiennes, conditions qui ne sont pas nécessairement la norme au Sénégal non plus. Donc, jusqu'à maintenant, c'est quand même assez positif, là, la relation. Donc, à suivre comment ça va évoluer dans le temps, c'est certain. Bonjour, je m'appelle Laetitia. J'ai 2 questions. Une première pour Madame Adiatou et une seconde pour vous, Karine. Ma première question concerne les conventions de développement local. Donc, Karine a parlé entre les communautés et les entreprises minières qui viendraient exploiter les ressources naturelles. Alors, je voudrais comprendre, en face des entreprises minières, qu'est-ce que c'est? C'est des communautés traditionnelles, c'est-à-dire que les représentants en face, qui est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est des sortes d'autorités traditionnelles ou alors des autorités municipales ou alors c'est l'État qui se constitue une entité pour parler à une entreprise concernant une communauté particulière? Et concernant cela, je voudrais comprendre si, à mon sens, une convention, c'est un contrat qui, au sens juridique, créerait des obligations entre les parties. Et donc, si les entreprises minières ont un certain devoir de donner ou de faire certaines choses pour les communautés, est-ce que l'État ou ces communautés-là ont des mesures de recouvrement ou de suivi si les entreprises ne respectent pas leurs obligations? Parce que vu qu'il n'y a pas vraiment de coercition en RSE, elles ne sont pas plus obligées que ça. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc, est-ce que dans ces conventions de développement local-là, il y a des mesures de recouvrement ou alors certaines mesures de coercition? En fait, j'aimerais juste comprendre. Ça, c'est ma première question. Ma question envers Karine, ce serait concernant le projet sur lequel vous avez travaillé. J'aimerais savoir si, en plus de sensibiliser les communautés qui vivent dans des régions minières, vous avez aussi sensibilisé l'État en général, sachant que c'est plus ou moins eux qui ont la charge de protéger leur communauté contre certains abus ou certains manquements que ces entreprises minières-là auraient si elles ne respectent pas leurs engagements moraux et tout concernant la RSE. Alors, est-ce que vous avez essayé moi, comme je disais tout à l'heure quand on discutait, dans mon pays, il y a déjà eu beaucoup de scandales, plus ou moins des communautés qui se plaignaient du fait que des entreprises sont venues chez eux, ils ont promis de faire certaines choses, de construire des écoles, d'arranger une route ou ce genre de choses, mais au final, ils n'ont rien fait. Et ils ont continué l'exploitation et malgré que ces communautés-là se soient plaintes, parfois constituées en communauté, comment je vais dire ça, en partie pour porter plainte et tout, elles n'ont jamais eu gain de cause et tout. Elles ont l'impression d'avoir été bernées parce qu'elles avaient donné leur accord au départ et tout. Donc, est-ce que pendant votre projet, vous avez pensé à sensibiliser les instances gouvernementales? Voilà, merci. Merci, Laetitia. C'est des belles questions. C'est des bonnes et des belles questions. Pour ce qui est de la Guinée, effectivement, qu'est-ce qu'on entend par communauté? Quand la minière arrive sur le terrain, donc une fois qu'évidemment elle a contracté tout ce qu'elle avait à faire à Conakry, la capitale, avec l'État central,
quand elle arrive, elle rencontre d'abord les représentants de l'État régional, donc le gouverneur, et de l'État local, donc le préfet et le sous-préfet, qui représentent vraiment l'échelon territorial le plus bas, en général, qui couvre la zone où l'exploitation minière a lieu. Donc, ça, c'est l'aspect étatique. Maintenant, du côté communauté en tant que telle, on a le cabinet de la commune rurale ou de la commune urbaine avec le maire élu dans chacun des deux cas. Et à cela, on a aussi les chefs traditionnels et religieux. Donc, souvent, qui sont en tandem, des fois, on les retrouve même comme membres donc, du cabinet de la commune rurale ou de la commune urbaine. Mais au niveau de la préfecture, on a ce qu'on appelle le comité préfectoral de développement, qui est en fait le vis-à-vis théorique qui représente toutes les forces vives de la communauté, donc sont représentées là. Donc, c'est censé, lui, qui être le vis-à-vis officiel avec le vis-à-vis officiel pour la compagnie minière. Mais souvent, on réalise que les compagnies minières font plus affaire avec les représentants de l'État. Donc, une fois qu'ils ont le préfet, le sous-préfet dans la poche, oui, des fois avec le président du CPD, mais leur pouvoir reste encore très marginal, si je peux dire. Donc, c'est ça un petit peu ce qu'on appelle la communauté. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la réflexion sur une convention de développement local type, j'ai cherché au ministère des Mines, on m'a dit non, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de développer une convention type qu'on va pouvoir adapter après en fonction des différentes localités et tout. J'ai pas vu ça, pourtant j'ai sillonné, ma collecte de données s'est échelonnée. Je suis allée en 2018, je suis allée 2 fois en 2019, je suis allée 1 fois en 2020. En tout cas, tout le long de ces 3 années-là, je n'ai pas vu de développement par rapport à cela. Parce que la perception de la communauté elle-même, je pense que ce n'est pas encore clair, justement. Et ça renvoie justement à la pertinence de votre question, à savoir qui est le vis-à-vis de la compagnie minière. Par exemple, la CBG, comme j'ai dit, elle fait affaire avec les préfets et les sous-préfets, la préfecture de Bokeh, les sous-préfets des différentes localités, sous-préfet de Kamsar, où il y a le port minéralier, sous-préfet de Sangaredi, où on a le plateau minier, sous-préfet de Koulamouy, où le train minéralier passe, parce que c'est des zones stratégiques pour elles. Ensuite, on s'entend un petit peu avec le maire élu des différentes, de la ville de Bokeh, des différentes communes rurales. Bon, c'est tout, hein? Pas plus que ça, là. Donc, il y a un sérieux problème et les compagnies minières n'envoient même pas la convention d'égal à égal, entre guillemets, avec la compagnie minière. Donc, ça pose un sérieux problème et ça amène évidemment à répondre à la deuxième partie de votre question, à savoir est-ce qu'il y a un recours? Il n'y a pas de recours puisqu'il n'y en a pas encore de convention. Donc, dans les recours qui se font, on alerte les médias. Et c'est en ce sens que les médias, la société civile, les médias, les associations de ressortissants, donc les gens originaires de la région de Bokeh, mais qui vivent à Conakry, à la capitale, qui sont en accointance avec les décideurs, eux ont du pouvoir. Les médias, c'est vraiment ça qui a été la force un peu de la Guinée les 10-15 dernières années, c'est la démocratisation de l'information. Maintenant, on peut tout dire, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, les radios rurales, les médias locaux, ça s'en donne vraiment à cœur joie. Et c'est quand eux font une alerte, disent, ben là, ça se passe très mal, les communautés sont brimées, etc., où on fait aussi appel à la société civile internationale, comme Human Rights Watch, qui a fait un rapport accablant sur
la violation des droits humains dans la région de Bokeh en 2018, là, attention, là, l'État et les compagnies minières, bon, il faut un petit peu attention. Mais à part ça, il n'y a pas d'obligation légale actuellement, donc elles n'ont aucun recours par rapport à la justice, parce que ce cadre-là, oui, il est dans le code minier, mais les textes d'application, justement pour sortir ces conventions de développement local, ne sont pas encore au rendez-vous. En tout cas, pas à ma connaissance à ce jour. Donc, voilà un petit peu, sans être longue, pour répondre à vos deux questions qui sont interreliées et très intéressantes. Merci. Parfait. Oui, il y avait une autre question pour Karine. Mais non, mais c'est plus pertinent, mais sinon, j'avais des choses à dire. Je vais répondre dans l'ordre inverse. Dans le fond, pour la deuxième question, absolument, les gens du ministère des Mines, et de la Géologie, du Sénégal ont vraiment participé à tout le processus et on avait toujours le conseiller technique du ministre avec nous, etc. Donc, vraiment, ils ont fait partie. Et aussi, dans la formation, il y avait des représentants de différentes instances gouvernementales. D'ailleurs, c'est exactement la même structure qu'en Guinée avec le préfet, sous-préfet et compagnie. Donc, tous ces gens-là participaient dans chacune des régions aux différentes séances. Mais on avait quand même les gens des agences régionales de développement des 5 régions. On avait les gens du service de l'environnement dans les 5 régions. On avait les gens des différents ministères nommés qui étaient là. Donc, oui, absolument, ils ont vraiment été partie prenante de la démarche, été formés, sensibilisés. L'autre chose, par rapport aux ententes, c'est que ce sont souvent des contrats de gré à gré, au fond, lorsqu'il y a une entente entre une minière puis une communauté. Et d'ailleurs, là, je vous ai amené ça, puis j'aurais pu faire une autre conférence sur le cas de la mine Renard. Là, ça remonte, on a publié un essai là, de maîtrise sur le sujet parce que, dans le fond, il y a très peu de ces contrats-là qui sont publiés ou divulgués. Dans ce cas-là, c'était une ERA, là, une entente sur les répercussions et avantages dont mon collègue M. Rodon parlait tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement rare que ces documents-là soient publiés puis qu'on est en mesure de les analyser. Et il n'y a pas d'intérêt, les mineurs n'ont aucun intérêt à ce que ça soit divulgué parce que ça créerait des précédents. Tu sais, qui a donné combien à qui, dans quel contexte? Là, après, là, tu as donné tant à telle compagnie, nous, on veut tant, puis etc. Fait malheureusement, ces ententes-là, on les a très peu vues et on les verra très peu. Puis dans le cas, en fait, de la mine Renard, ça a été... on estime, en fait, que c'est un bon exemple de consentement préalable, libre et éclairé avec la minière. Là. Donc, j'en ai quelques copies. Si ça vous intéresse, vous pouvez les prendre. Mais donc, c'est ça. Je vais dans le même... c'est pas le même contexte qu'en Guinée, mais on les a très peu vus et on les verra très peu parce qu'il n'y a pas de... les minières ne voudront pas que ça soit publié, c'est sûr. Celles du Nunavut sont publiques, là, les ententes de Marie River et d'autres. Celles de Ouachat sont disponibles par Radio-Canada, elles ont été coulées. Donc, on en voit quelques-unes, que ça semble. Il y avait vraiment un petit ouvrage, peut-être ça pourrait être mis sur les chats pour les gens qui sont à distance, éventuellement, ça pourrait les intéresser. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais... je m'excuse, excusez-moi. Une dernière question. En fait, c'est plus une contribution. Je voulais juste apporter une nuance, s'il vous plaît. 2 minutes, excusez-moi. Ah oui. Je voulais juste dire, pour le cas de la Guinée, je parle bien des ententes entre la compagnie minière et la communauté locale. Entre la compagnie minière et l'État central, les ententes sont là. Elles sont toutes publiées. On a signé pour un gouvernement ouvert. Elles sont toutes publiées dans le code, sur le site du ministère des Mines et de la Géologie. Il faut bien faire la différence. Donc, les ententes entre guillemets, cadres centrales, elles sont publiées, elles sont disponibles. Mais moi, je parle de l'entente, comme inscrit dans le code 130 dans l'article 130 du code minier, entre la compagnie minière et sa communauté d'accueil. C'est là qu'on a un gros gap. Donc, c'est bien important, je pense, de faire cette nuance-là. Là. Merci de la précision. Alors, on a un dernier commentaire. Ouais, merci beaucoup. En fait,
c'est un commentaire, aussi à la fois un questionnement sur deux, trois petits sujets rapidement. La première des choses que je pense que ces questions de gouvernance minière sont tellement complexes. J'ai bien suivi avec intérêt ce que Madame Ba a présenté également. Et moi, en fait, je voulais plus un peu parler la semaine passée, bon, ça fait déjà quelques temps d'abord, quand j'écoute le discours de certains politiques, par exemple au Congo, autour de la question minière, je comprends je comprends que les multinationales, par exemple, travaillent beaucoup plus un peu avec des sous-traitants, tout ça. Et moi, je suivais les acteurs, les dirigeants, comme on l'est, l'État. Ils disaient que ça fait des années qu'ils cherchent à qu'ils invitent les multinationales à pouvoir entrer en contact avec l'État souverain afin qu'ils voient ensemble comment, de manière gagnant-gagnant, collaborer pour tout ce qui est gestion des ressources, extraction des ressources, tout ça là. Mais la situation serait telle que, entendre ces acteurs politiques, que les multinationales parfois utilisent des sous-traitants et ce qui alimenterait en fait la guerre. Vous savez, la guerre de l'Est au Congo, ça fait une trentaine d'années. Et donc ça ajoute un peu la complexité sur la question. Et la semaine passée, il y avait par exemple le pape François qui était au Congo et qui le premier jour, dans son discours, évidemment, c'est un discours qui était un peu équilibré parce qu'il n'a pas que parlé des multinationales, tout ça, aussi peut-être la partie congolaise. Mais son discours est tel que il disait l'Afrique, les Congos, en fait, il disait ceci, que après une colonisation politique, c'est maintenant venu la colonisation économique qui est tout aussi asservissante que l'autre. Et il disait que l'Afrique n'était pas une valise, enlevez vos mains, voilà, voilà, voilà. Donc, c'est juste pour dire que c'est des questions très complexes. Parfois, il y a évidemment des questions de pouvoir entre les États, entre les multinationales. Bon, en dehors de cela, je voulais en fait un peu répondre sur la question de fonds de développement local. Je pense que par rapport à cette question, ça c'est mon point de vue, par rapport à l'expérience que j'ai, notamment pour ce qui est du secteur forestier dans les bassins du Congo, peut-être que il va falloir vraiment qu'on repense un peu dans le fond quel développement économique serait souhaitable, parce que dans la première génération des activités qui étaient appuyées évidemment dans le cadre des clauses sociales, oui. Et donc, dans la première, disons, je disais, dans la première série, en fait, des activités qui étaient financées, c'était des activités du genre où on finançait des infrastructures sociales comme des ponts, des hôpitaux, c'est tellement important aussi. Mais après quelques années, même les bailleurs se sont rendus compte que cela n'avait pas du tout aidé à pouvoir atteindre des objectifs, bon, que j'ignore aussi peut-être, parce qu'ils se sont dit que voilà, ces activités-là n'apportent pas le développement économique. Il fallait maintenant shifter un peu. Et donc, il y a peut-être qu'on est dans une logique d'apprentissage collectif, voilà. Mais je pense que c'est des questions qui méritent encore d'être repensées parce qu'il y a évidemment une sorte de paradoxe qui existe entre la situation réelle un peu et les solutions qui sont souvent proposées. Comme il n'y a plus de temps, je préfère m'arrêter là-bas. Merci de la contribution qui nous permet de clôturer ce panel. Alors, merci à nos intervenantes et nos intervenants. Je pense que
Merci. Qui ont permis d'éclairer beaucoup de choses, en fait, davantage de questions que de réponses, mais je crois que c'est bien là le monde universitaire, l'essentiel étant de se poser des questions. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous. Puis du coup, bon appétit, j'imagine, c'est ça, Catherine. Voilà. Alors, merci à tout le monde.